peut parler 5 minutes et puis après je vous propose d'aller promener dans la colline. Et il y a des infos qui nous attendent et qu'on pourra expérimenter, parce que bon, je pourrais vous expliquer le goût du zen jusqu'à demain. Si vous ne buvez pas un verre d'eau, vous ne connaîtrez pas le goût. Vous avez des questions à poser? Excusez-moi, tout à l'heure vous vous êtes présenté comme un Jedi. Et je sais que vous plaisantiez, mais est-ce qu'il y a un rapport entre Jedi et un maître du zen? Ou est-ce que vous plaisantiez? Je ne sais pas. Oui, je plaisantais, mais je plaisantais pas, parce que je pense que toutes les traditions veulent dire la même chose. Dans le zen, on dit que les voies de couleurs différentes montrent la même lune. Donc, comme tout le monde, j'ai eu un parcours qui m'a permis d'approcher un petit peu toutes les traditions. Et il m'a semblé qu'elles voulaient toutes dire la même chose. Donc, peu importe le contexte culturel et l'habit qu'on revêtait, ce qui était important, c'était l'essence, c'est-à-dire ce qu'on voulait transmettre sous les traditions, sous les religions. Religion, ça vient de religio, religare, ça veut dire se relier à. Mais pour le zen, c'est se relier à sa vraie nature, à sa nature profonde, fondamentale, originelle. C'est pas se relier à une tradition extérieure, à un conditionnement prêt-à-porter. Donc ce qui est important, c'est peut-être de retrouver sous toutes les couches culturelles et historiques, qui sont reformulées différemment à toutes les époques, l'expérience intime, l'expérience d'être intime avec soi-même. C'est ce que propose le zen, la méditation zen. C'est pas de remettre une couche de plus par-dessus tout le fatras qu'on a déjà emmagasiné dans cette vie et dans les autres vies. C'est plus un dépouillement, donc c'est une expérience intime avec soi-même que personne ne peut faire à notre place. Donc il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à surajouter. C'est renaître simplifié. Donc il m'a semblé que toutes les traditions voulaient dire la même chose. Tout le monde parlait d'amour. Alors, il y en a qui parlent d'amour de façon différente. Pour les Japonais, c'est difficile d'exprimer ça. Mais le zen, donc c'est né il y a 2500 ans. Ça nous est arrivé. C'est la petite histoire dit que le Bouddha Shakyamuni était un prince hindou, et que donc il a été très ému par la souffrance de l'humanité, et donc il a résolu de consacrer sa vie à essayer de comprendre les causes et de soulager, et de donner les moyens de soulager cette souffrance. Donc il viendrait aujourd'hui, il ferait le même constat. Des gens qui viendraient pleurer sur son épaule, c'est ça. Mais la cause, la racine de la souffrance, pour lui, est la même. Entre autres, il parlait d'impermanence et d'ignorance. Donc il disait qu'on souffre parce qu'on est ignorant. Et donc cette ignorance, c'est l'ignorance des lois fondamentales de la vie. Donc notamment, l'une des lois fondamentales, c'est la loi d'impermanence. C'est-à-dire que tout ce qui naît meurt, et tout ce qui meurt naît. Et nous, on essaye à tout prix de saisir, de rejeter quelque chose qui par nature est impermanent. Donc le Bouddha disait que ça génère de la souffrance. Le zen, c'est une expérience d'entrer dans la fluidité, de laisser passer. De laisser passer toutes sortes d'objets, concrets et abstraits, notamment de laisser passer l'activité ou la suractivité mentale. Donc il y a eu une expérience, vous verrez tout à l'heure, on va essayer, si ça vous dit, pendant la pratique, qui est de rester. Il y a 3 points sur le zazen, 3 points de la pratique. Zazen, ça veut dire l'assise désintéressée. Pardon, l'assise désintéressée. Désintéressée. Voilà, sans but, sans objet, sans esprit de profit. Pour la première fois dans votre vie, vous allez faire quelque chose sans chercher à obtenir autre chose. On va laisser passer. Donc vous allez concentrer sur la posture et sur l'expiration.
vous allez observer l'activité mentale, et donc vous allez voir, il ne s'agit pas du tout, comme les gens s'imaginent, de créer un vide artificiel, parce que même quand vous êtes mort, vous pensez encore. On ne va pas parler des pensées, ça prendrait beaucoup de temps pour expliquer de quoi il s'agit. Mais vous allez observer donc des pensées qui vont s'élever naturellement de par l'activité du cerveau. Et donc, concentré sur la posture et sur l'expiration pendant le zen, on voit objectivement les pensées et on les laisse passer. Si on revient à la posture et à l'expiration, elles partent aussi vite qu'elles sont venues. Et donc, il se crée une désidentification de la suractivité mentale. C'est-à-dire que dans le zen, on ne s'identifie pas plus aux sécrétions du cerveau qu'aux autres sécrétions du corps. Le pipi, le caca, tout ça. On image ça en disant que le vaste ciel n'est pas dérangé par le vol des nuages bas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du baltrap avec l'activité mentale, donc on ne va pas flinguer les nuages bas. Simplement on laisse passer. À ce moment-là, on prend contact avec une conscience plus vaste, qui est la conscience pendant la zen, qui comprend aussi les nuages blancs, ça comprend l'activité mentale, mais ça ne se limite pas à ça, c'est pas réducteur. Donc chacun reprend sa place à bord du bateau, c'est pas le mousse qui prend le gouvernail, et c'est pas la personnalité construite, conditionnée, limitée, qui dirige et qui résout les problèmes fondamentaux de notre existence. Parce que le mental, c'est pas l'outil pour comprendre les problèmes, c'est le problème. Surtout en Occident. Donc il ne s'agit pas du tout, le zen c'est pas du tout, là je vous parle un peu pour faire le pitre, mais c'est pas ça que vous comprenez. C'est pas par le mental que vous allez comprendre la problématique et la résoudre. Le zen c'est une expérience avec le corps, et donc dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est pas une méthode abstraite de plus. Donc on ne vous propose pas de, comme j'ai dit tout à l'heure, de surajouter des couches. Simplement c'est, tout à l'heure je mangeais une tarte, je suis allé me brosser les dents, je suis allé complètement me brosser les dents. Donc il ne s'agit pas de faire quelque chose en vous laissant exiler de l'instant présent. Quand vous faites quelque chose, quoi que ce soit, vous le faites complètement. Il n'y a pas de dualité. On a dit quand c'est le moment d'aller au cabinet, c'est complètement le moment d'aller au cabinet. Quand c'est le moment de faire la guerre, c'est complètement le moment de faire la guerre. On va faire quelque chose avec une vague culpabilité en disant quand même. L'important c'est d'être complètement dans ce que vous faites. Quand vous faites la vaisselle, ne faites pas la vaisselle avec une attitude de rejet. Machin. Faites la vaisselle, vous faites complètement la vaisselle. Vous sentez l'eau tiède qui coule sur vos mains, ça peut même être agréable, une caresse. Et donc, il n'y a pas de corvée. Vous êtes dans l'accueil de la vie, un vécu complet de ce qui se présente. Sans chercher à saisir ni à rejeter quoi que ce soit. On dit, si vous fermez votre main, c'est un peu l'attitude de l'ego, si vous fermez votre main, vous pouvez obtenir qu'une poignée de sable. Si vous laissez, encore ça vous file entre les doigts. Si vous laissez vos mains ouvertes, l'univers entier peut y passer. Donc l'attitude du zen, c'est ça. L'attitude juste. Donc si vous avez des questions, c'est peut-être plus pratique dans la salle, je veux bien y répondre brièvement. Et puis si vous voulez, après on ira essayer la pratique. Je ne sais pas si on aura suffisamment de infos, mais on pourra faire ça en 2 fois. Est-ce que la méditation est forcément zen? Est-ce que la méditation est forcément zen? Alors le zen c'est universel, hein. On retrouve des statues étrusques où les gens sont en posture de zazen, etc. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des vérités qui sont reformulées cycliquement à certaines époques en fonction de ce que les gens peuvent entendre de la même réalité.
autant, méditation, c'est un terme générique qui regroupe beaucoup de choses. La méditation, telle qu'on peut, de la façon dont on peut l'évoquer, c'est pas forcément du zen. Le zen, c'est une méditation très dépouillée. Voilà, c'est là, c'est pas le zen. Là, c'est le zen. Donc, méditation, par exemple, on peut dire, tiens, je vais méditer sur ci ou sur ça. À partir du moment où il y a un objet de méditation, un objet, c'est pas du zen. Maintenant, le bûcheron qui est en train de couper un arbre, le bûcheron qui est en train de couper un arbre et donc qui est complètement dans son geste, hein, ou alors le guerrier qui est complètement dans ce qu'il fait, c'est du zen. Ou la femme de ménage qui fait la vaisselle, complètement, elle fait du zen. À la fin, il n'y a pas de différence entre le dojo et la vie quotidienne. Parce que la vie quotidienne doit être le prolongement de la pratique dans le dojo. C'est pour ça qu'on fait du zen tantrique. Tantrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité. Sur les plaquettes, on mettra zen tantrique, bio, équitable, local, ça fait venir plus de monde. Tantrisme, c'est ça. Nous, on en a fait une mode sexuelle, commerciale, machin, mais c'est pas ça. La pratique du tantrisme au départ, c'est qu'il n'y a pas de dualité. Voilà. Chaque chose peut être une occasion d'éveil. Une occasion d'éveil. Voilà. Il n'y a pas d'un côté ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque chose est une expérience et une occasion d'éveil. En réalité, c'est ça le tantrisme, c'est pas autre chose. Donc la pratique de la sexualité sacrée peut être aussi une occasion d'éveil. Mais faire la vaisselle aussi, ça peut être une occasion d'éveil. Donc finalement, ça implique d'être présent à notre vie, d'être présent à soi, donc aux autres. Et est-ce qu'en fait la posture est importante pour faire de la méditation ou on peut la faire dans n'importe quelle posture? Alors la posture, là, vous avez 3 postures par exemple. Et voilà, parce qu'on voit Donc chacun fait comme il peut. Hein? Donc quand vous, dans le dojo zen, on vous montre une posture, et de cette posture vous allez varier. Voyez? Alors bon, si par exemple on vous explique qu'il faut mettre la main gauche dans la main droite, les deux pouces se joints, on a fait un contact, une montagne, une vallée. On revient 2 minutes après. Il y en a qui vont avoir les doigts qui vont être tout blancs et pointés vers le ciel. C'est généralement un signe de suractivité mentale, d'agitation. Et il y en a qui vont avoir les doigts qui vont sombrer comme ça, donc ils rentrent dans un état de torpeur. Pour autant, donc la posture va traduire complètement l'état d'esprit. Pour autant, il ne s'agit pas de faire du découpage biologique, de dire tiens, une telle elle a mal au genou, donc il y a un problème d'éveil, machin, etc. C'est pas ça du tout. C'est pratiquer, donc il y a des gens qui croient que une posture est extrêmement souffrante. Parce qu'il y a une attitude intérieure qui est rigide. C'est difficile, donc ça devient douloureux. Mais pour autant, ce n'est pas la posture qui crée la souffrance. La posture traduit l'état d'esprit. Donc si l'état d'esprit est douloureux, la pratique sera douloureuse. Mais après, si vous continuez à pratiquer, la posture va s'améliorer. Et donc le cadeau connu, c'est que l'état d'esprit qui va avec va s'améliorer aussi. Pour autant, il ne faut pas rechercher quelque chose, parce que si vous cherchez à obtenir quelque chose, il n'y a pas de lâcher prise, si vous voulez, l'attitude n'est pas juste. Et donc il ne se passe rien du tout. On ne peut pas instrumentaliser la pratique du zen. Vous voyez, dans les modes, maintenant, on dit tiens, je vais faire ça, donc je vais obtenir du mieux-être, machin, avec le zen, ça ne marche pas. Parce que c'est un lâcher prise. C'est pas rajouter un masque de plus, c'est poser le masque. Et dans le dojo, personne ne vous juge. Donc vous êtes complètement vous-même. Vous n'êtes pas obligé de créer un personnage pour obtenir une reconnaissance, de vous prostituer pour recevoir un faux amour, en allant
collé à une tyrannie des images, en disant tiens, je vais faire semblant d'être très gentil, comme ça les gens vont m'aimer, comme ça je vais pouvoir obtenir l'amour que j'ai pas eu de mon père ou de ma tante, voilà. C'est ça. Dans le zen, il s'agit de trouver votre vrai visage, votre vraie nature. Donc une fois il y a un copain qui était industriel qui venait au zen, il dit ça y est, j'ai trouvé ma vraie nature, je suis mauvais. Il faut arriver dans la méditation zen, si j'ai bien saisi, à ne penser à rien, à ce... Vous avez parlé de lâcher prise, mais c'est difficile que non, vous ne pouvez pas penser de ne plus... Pardon. J'ai dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas ne penser à rien. Voilà, moi j'ai essayé, je n'y arrive pas. Impossible. C'est simplement, vous voyez, comme les vagues à la surface de la mer, donc elles vont au large, elles reviennent sur la plage. Il y a un mouvement cyclique, il y a des saisons. Donc dans votre activité mentale aussi, vous allez observer la sécrétion, la survenue de pensées. C'est difficile. Je dis c'est les sécrétions du cerveau pour simplifier, parce que bon, on peut considérer que les pensées, on va les chercher quelque part aussi, et qu'on chope au passage des machins qui ne nous appartiennent pas vraiment. On va simplifier. On va dire que le cerveau secrète des pensées. Donc vous êtes concentré dans la pratique, vous allez être concentré, vous le verrez, sur la pratique, sur la posture juste. Donc vous allez revenir imperceptiblement à la posture juste, à l'expiration. L'inspiration se fait automatiquement, naturellement, inconsciemment. Et donc des pensées vont s'élever. Donc quand une pensée va s'élever, vous allez la voir objectivement. Vous n'allez pas rajouter du sel, du poivre, de la moutarde, faire des constructions mentales, discuter, vous identifier, créer des dogmes, comme ça que ça se passe. Simplement, vous allez revenir à la posture et à l'expiration, et la pensée partira aussi vite qu'elle est venue. Et donc vous ne l'entretenez pas, elle va partir comme elle est venue. Et ainsi, vous allez passer de non-pensée en pensée, et de pensée en non-pensée. C'est Ishiryu. Alors, littéralement, ça veut dire penser du tréfonds de la non-pensée. Regardez-vous avec ça. On image ça, je vous disais tout à l'heure, en disant le vaste ciel n'est pas dérangé par le vol des nuages blancs. Donc il ne s'agit pas de créer une dualité en disant ah machin, non, je ne peux pas penser ça. Vous laissez le mouvement naturel de la pensée aller et venir en revenant à la posture à l'expiration. Et donc, on dit, vous laissez passer les pensées comme la montagne qui regarde passer les nuages. Elle n'est pas emportée, elle n'est pas affectée. Donc il ne s'agit pas de stagner sur les pensées, pas plus que de stagner sur les émotions. Donc ça vient, vous laissez passer. Il n'y a rien, vous laissez passer. Vous comprenez ? Il ne s'agit pas de créer un vide. Même quand vous êtes mort, il n'y a pas de vide. Hein. Continuez à penser, faites-moi confiance. Vous y êtes passé, c'est ça? Quelqu'un qui est dans les émotions, est-ce que par cette technique, l'émotion? Les émotions, oui. bien quoi. Quand on est dans les émotions, c'est plus compliqué justement de s'intérioriser. La clé des émotions, c'est la respiration. Donc, chaque fois que vous ressentez, vous ne pouvez pas réprimer les émotions. Si vous réprimez les émotions, vous allez, comme les sapeurs au Moyen-Âge, créer tout au fond un phénomène d'énergie qui va grignoter de l'intérieur et qui à un moment donné va devenir pathologique. Hein, si vous mettez des morceaux de bois en travers d'une rivière, à un moment donné, ça va péter. Donc vous ne pouvez pas réprimer les émotions. Et c'est pas constructif de les réprimer. Hein? Donc, si vous avez une émotion, votre émotion elle est valide. Donc, quand on parle du mental, on dit souvent ce mental, le vent, c'est une illusion, c'est une illusion. Mais votre émotion elle est réelle. Donc si vous avez une émotion, c'est bien de la laisser s'exprimer. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de stagner dessus. C'est-à-dire vous pouvez la laisser s'exprimer, la laisser passer.
comprenez? Après, c'est bien aussi d'exprimer les choses clairement et simplement, de dédramatiser. Si vous exprimez votre vérité tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. Et souvent, c'est mieux accueilli en face, vous le constaterez, que quand on reste dans les non-dits, et qu'à un moment donné, il y a une putain de colère, machin, connard. Non, obligé d'attendre que ça pète pour en arriver au clash. Hein, on peut dire simplement notre vérité tranquillement, à l'instant présent, centré, et puis à ce moment-là, ben, la colère n'a pas lieu d'être. Mais s'il y a une colère qui vient, eh ben, c'est ni bien ni mal, elle est là, donc vous la laissez s'exprimer, ne vous stagnez pas dessus, vous avez fait l'expérience. Le zen, ça a toujours intrigué les scientifiques. Donc ils avaient fait une expérience, ils avaient mis des électrodes, voilà, ils aiment bien ce genre de conneries, donc ils ont mis des électrodes sur la tête de moines zen, de gens qui pratiquaient le zen et de gens qui ne pratiquaient pas du tout. Ils s'amusaient à tirer un coup de revolver derrière. Donc, ils se sont rendus compte qu'au stimulus, chez la plupart des gens, ils se sont rendus compte donc, que devant le stimulus, donc les moines zen avaient une réaction intense et revenaient au neutre immédiatement. C'est-à-dire que la pratique du zen, c'est pas la forêt des arbres morts, hein. On ne crée pas des gens qui sont insensibles. On pourra en parler si vous voulez de ce qu'est vraiment le détachement. Pas du tout d'être insensible à la vie. Au contraire. Donc ça crée des gens qui étaient beaucoup plus sensibles au stimulus, mais qui revenaient immédiatement au neutre, disponibles à un nouvel instant présent. Complètement vivant. Et chez la plupart des autres gens, non, mais ça crée une réaction beaucoup plus modérée, mais qui perdurait dans le temps, jusqu'à un moment donné à devenir pathologique. Vous voyez ? C'est un très utile exemple là, parce qu'en fait, le pic, c'est l'appel de règle. Le pic d'émotion, de réactivité, c'est au moment où on rappelle de règle. Au moment présent. De respirer. Oui, au moment présent. On se rappelle de respirer, de prendre le dessous. Si vous me faites un bisou, je vais le ressentir intensément. Et après, je vais revenir au neutre, disponible pour un nouveau bisou. Je ne vais pas passer 2 jours en disant c'est bien, c'est mal, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce qu'on calcule après, n'est-ce pas? Une fois, j'ai m'occupe d'un centre bouddhiste à Chopra, donc moi je zen avec un autre moine. Et il y a aussi des bouddhistes tibétains qui viennent, et donc des fois il y a plein de gens dans le jardin qui promènent, je le connais, je ne le connais pas. Et un jour j'arrive, donc il y avait un groupe de personnes, en passant moi je revenais de la colline parce que c'est mon biotop. Et donc en passant il y avait des gens, donc je dis bonjour, et il y avait une nonne zen qui était là, et donc je fais la bise, et je lui ai fait la bise aussi. Et je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est significative. Et là, je sens un grand froid, avec un grand blanc, avec la musique des Dents de la Mer. Il s'était passé quelque chose, manifestement. Et après, il y a une dame qui était en face, qui dit, mais tu l'as laissé t'embrasser? Je pas rouler une pelle non plus. Et alors, mon Dieu, je dois comprendre pourquoi je l'ai laissé m'embrasser. Bon, on n'a jamais dit que le bouddhisme, ça devait rendre compte. C'est destiné à soulager la souffrance de l'humanité. C'est pas destiné à rajouter des couches par-dessus. Donc dans le zen, la pratique, si vous voulez, personne d'autre vous enseigne que votre propre posture. Vous avez des gens qui dirigent, mais c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est que vous êtes face à vous-même, que le mur devient un miroir au bout d'un moment, et que donc c'est vous-même qui vous enseignez par votre pratique. Il n'y a pas d'autre maître Yoda ailleurs qu'en vous-même. Actuellement, j'entends parler, je lis aussi le mot méditation laïque. Méditation laïque. Méditation zen.
Donc, d'après ce que j'en comprends et l'expérience que j'en ai un peu, ce sont les artifices, les adjectifs. Les adjectifs, c'est toujours des artifices, parce que c'est un qualificatif. L'être, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas d'adjectif. C'est là, et puis à côté, ben, ça n'existe pas, c'est des illusions. Donc après, vous pouvez rajouter tous les adjectifs que vous voulez, mais en plaisantant, je dis qu'on fait du zen tantrique, bio, équitable, local. Voilà, mais bon, vous êtes intime avec vous-même ou vous ne l'êtes pas. Après, pas être non plus fanatique. Il y a des gens qui ont des problèmes de genoux, donc ils ont besoin d'une béquille pour marcher. Ça c'est normal. La difficulté intervient quand les gens donnent trop d'importance à leur béquille, qui vénèrent la béquille, que ça devient, et qu'ils n'arrivent plus à se passer des béquilles. C'est ce qui s'est passé un peu avec le christianisme. Moi, je parle souvent des textes hébreux, chrétiens, machin. Pour moi, c'est tout pareil. Si on voulait symboliser, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans, qui a tendu une corde entre deux rives en disant putain, le passage est difficile, les gars, vous m'achetez une corde. Donc, allez-y, traversez. Et puis, les gens qui sont venus derrière, ils ont dit. Qu'est-ce qui était gentil, qu'est-ce qui était sain quand même, il a tendu la corde, qui se recouvre de mousse entre temps parce que personne n'a machin, et ils se mettent là à vénérer la corde, naninana. C'était pas l'objectif. On avait dit les choses que je peux faire, vous pouvez en faire de plus grandes que moi. Équivalent dans toutes les traditions. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Le Bouddha qui est sur l'autel, c'est une statue en bois, on s'en fout. Vous voyez, s'il fait très froid, on peut prendre la statue du Bouddha qui est sur l'autel, et puis on met une allumette dessous, et puis on se réchauffe. Parce que ce qui est important, c'est vous, en tant que Bouddha vivant, qui actualisez la pratique du Bouddha. Il ne s'agit pas de créer un dogme, machin, et... C'est un peu ce qui m'a plu dans le zen. J'ai essayé toutes les traditions, après je me suis posé là-dessus, j'aurais pu me poser ailleurs aussi, nulle part. Mais voilà, il ne s'agit pas du tout de créer des dogmes. Le zen n'est pas dogmatique. Après, il y en a qui arrivent à le rendre quand même dogmatique. Et quand on fait des efforts, on peut arriver à tout. Donc du coup, j'ai pris un petit peu mes distances avec les structures orthodoxes parce que le rakusu qui était marron depuis 30 ans, machin, d'un coup il fallait qu'il soit noir, parce que les règles ci, les règles là, au Japon. Alors les Japonais ils viennent, ils vous disent putain, ne japonisez pas. C'est pas con quand même. Et on a des moines occidentaux qui prennent l'attitude des Japonais. Je suis en parallèle parce que le père de ma compagne est japonais, donc le grand-père de ma fille est japonais. Et bon, ça, le kimono, c'est un vêtement japonais. Le kolomo, c'est un vêtement chinois. Le kesa ou le rakusu, c'est la miniaturisation du kesa. Donc c'est un vêtement que les samouraïs et les généraux japonais portaient à la guerre. Mais à l'origine, donc, c'est un vêtement hindou. Le Bouddha, au départ, il était hindou. Si vous allez un peu aux Indes, vous verrez que c'est un vaste bordel et qu'on est très loin de l'esprit du zen japonais. Donc, si vous voulez, les vêtements du moine sont là pour rappeler que le zen se transplante de terreau en terreau et pour renaître à chaque fois différemment, et que le zen japonais qui nous est parvenu, il est imprégné de la culture japonaise, de l'incapacité d'éprouver des émotions. Il y a quelques mois, il y a le père de ma compagne qui est venu à la maison et on lui a demandé comment on dit je t'aime en japonais. Il y a toujours plusieurs façons de dire les choses. Alors d'un coup il a eu l'air très embarrassé, il tournait les yeux et il dit mais on ne dit pas
insisté, on lui dit mais comment on ne dit pas Watashi wa Nataga Suki desu. Ah non, on ne dit pas, il était dans les films, machin, là. On a continué à le traquer et il nous a sorti une formule qui voulait dire je t'aime mais pas trop, il faut pas déconner quand même. En substance. Donc les Japonais ils ont ça, ils ont une rigidité, socialement, une difficulté à exprimer les émotions. Donc nous, le jeune arrivé en Occident, on n'est pas obligé de singer une tradition parce que vous avez des voisins qui vous disent il ne faut pas attendre de reconnaissance, et en même temps ils sont de façon patente en attente de la reconnaissance des structures japonaises. Il y a raison, c'est un débat. Ou alors ils vont nous enseigner des histoires de moines déjantés qui jouent à cache-cache avec des gamins ou qui font zazen dans les arbres, mais ils enseignent ça avec un très grand sérieux. Un peu comme dans Le nom de la rose. Vous savez, carrure satanique, stratiforme les traits de l'homme et le ravage de la bête. Donc on peut peut-être nous trouver le vêtement occidental du zen, c'est peut-être pas la culotte petit bateau, c'est peut-être simplement le sourire. Pas obligé de faire des séchines, la pratique est déjà difficile. Donc si en plus vous faites la gueule, ils sont de là-dedans, ils sont désespérés. Quoi. Peut-être lâcher avec le côté culturel de la chose, et puis c'est un bon outil, la pratique du zen, je l'exprime, je vais passer l'épreuve du feu, donc je peux vous dire que c'est un bel outil. Mais bon, c'est pas la peine de m'entourer avec des rubans machin, noirs, de façon à dissuader les gens qui pourraient y trouver un bénéfice. Vous êtes une compagnie ici, une compagnie de moines ou une compagnie de moines? C'est comme ça qu'on parle ça? Non, on est une bande de fous, on rigole. Ça va bien. Il y a un monsieur qui était venu à une conférence à Ciotat. Manifestement, il avait lu beaucoup de trucs sur le zen. Donc il m'a demandé ce que j'avais lu, je lui ai dit rien. Et donc il m'a posé des questions qui étaient très fines. J'ai répondu et puis finalement ça m'a fait dresser l'oreille. Elle a dit tiens je vais venir. Il est venu pratiquer. Et 2 mois après sa femme me passait un coup de fil. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne le reconnais plus. Il devient fou. Il rigole tout le temps sans motif maintenant. Voilà, c'est un peu l'effet du zen. Donc ça ne va pas vous transformer en quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, vous voyez déjà. Ça permet de trouver votre vrai visage. Tout à l'heure, vous parliez de... Pardon. Allez, Tout à l'heure, vous parliez d'activité du cerveau. D'activité Du cerveau, les pensées. Le cerveau, c'est le truc qui est entre les oreilles. Oui, voilà, c'est le chien qui est sous les cheveux. Aujourd'hui, on est soumis au téléphone portable, aux ordinateurs, à l'électricité qui passe, toute cette activité qui n'est pas liée véritablement, comme il y a 2500 ans, où on avait des pensées qui n'étaient peut-être pas polluées par tous ces appareils. Est-ce que ça a un impact réellement sur nos pensées, ou en tout cas sur notre activité cérébrale? Alors, on est en dehors. Parce que ça, vous avez, oui, on est en dehors du sujet, mais est-ce que par rapport à justement à la pratique, vous voyez une différence Je pratique la zen depuis longtemps. Non. Si vous voulez, quand je pratique, il peut y avoir des gamins qui passent, qui me sautent sur les genoux, un chien qui aboie. Ça ne va pas me déporter de ma pratique. Non, on est d'accord. Je vais l'intégrer à ma pratique. Peut-être des gens qui pratiquent depuis moins longtemps, ça va les perturber, donc ils vont se laisser entendre. Là, je vais faire un peu la même réponse. C'est que quand on est bien centré dans une identité forte, à ce moment-là, l'impact des phénomènes extérieurs est nettement diminué, voire inexistant. C'est pour ça que Jésus-Christ allait se promener au milieu des lépreux
Après, personnellement, j'ai pas de téléphone mobile, si vous voulez une réponse anecdotique. De temps en temps, quand je vais loin ou longtemps, on m'accompagne arrive à m'enfourguer un, je sais à peine comment ça marche, machin, il est toujours éteint, dans la portable de la bagnole. Bon, pour moi, c'est pas pour le bien-être de l'humanité, si vous voulez, c'est des technologies invasives, avec des ondes électromagnétiques qui vont interférer dans la conscience humaine, parce qu'on est dans des ondes gigahertziennes. Si vous voulez, on s'est rendu compte que le message nerveux transitait entre les cellules, de synapses à neurones, etc., par un message de nature électrochimique, qui a une fréquence. Cette fréquence, elle est gigahertzienne, c'est des micro-ondes. C'est exactement la fréquence de votre téléphone portable. Donc vous allez avoir une interférence évidente, un impact fort sur la conscience humaine. Mais si vous avez une identité fortement ancrée, c'est comme si le zen c'était un peu l'arme de la résistance, si vous voulez. Voilà. La dernière guerre c'était la stèle, la guerre actuelle c'est le zen. Voilà, si vous voulez, comment je pourrais vous imaginer ça aussi, quand on fait zen, on reste longtemps dans une posture, il faut couper la circulation superficielle. Donc il y a des gens, quand ils se relèvent, on dit un champ de bataille. Donc il faut les aider, pitié, machin, et puis les gens qui ont un peu plus d'habitude, ils se lèvent, ils font semblant de pas avoir mal. En réalité, ils en chient autant que les autres. Mais la relation à la souffrance n'est pas la même. Et non seulement la relation à la souffrance n'est pas la même, mais par exemple, moi, tout le monde, je laisse les gens s'endormir sous moi. Et quand je me relève, je ne les sens pas. Mais pour autant, je garde le tonus. J'arrive à me tenir debout. Donc les gens ont l'impression que j'ai pas mal du tout. Ah ouais. Vous voyez, il y a une relation qui est différente. Une relation à l'événement qui est différente. Oui. En fait, c'était ma question tout à l'heure sur la posture. Est-ce que voilà, là, je suis assise comme ça, je peux faire de la méditation? Oui, il y a des statues du Bouddha couché qui se rapprochent du zen corse. Non, mais est-ce que cette posture-là en fleur de lotus, elle est réellement nécessaire et elle apporte quelque chose de particulier? Oui, c'est une posture d'éveil. D'accord. La colonne vertébrale est parfaitement droite, si vous c'est un truc expérimenté depuis 2500 ans. Il n'y a pas d'interruption entre la pratique du Bouddha et moi qui suis en train de faire le pitre devant vous aujourd'hui. C'est une lignée ininterrompue. Quand vous recevez l'ordination de moine, on vous donne ce qu'on appelle un Katsunyaku, c'est un document, ça s'appelle le lien du sang en fait. Donc à l'origine c'était trempé dans le sang du maître et du disciple mélangé. Et donc c'est une lignée qui part du Bouddha avec le nom de tous les maîtres zen qui vient jusqu'à vous et qui arrive part au Bouddha. Donc c'est un lien ininterrompu. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. C'est la posture et de la colonne vertébrale qui était droite et de l'éveil. Voilà, donc c'est une posture d'éveil qui est transmise depuis 2500 ans, mais que vous pouvez aussi trouver dans d'autres pratiques à côté. Quand je dis que c'est universel, on a trouvé des statues étrusques en posture du lotus, etc. Il y a des constantes. Et vous êtes quand même revenu à la notion de communauté de moines. Ce qui m'intrigue. Alors la communauté de moines, il n'y a pas, si vous voulez, le zen ça relève du Mahayana. Donc dans le bouddhisme, il y a deux. Bouddha ça veut dire éveil. Hein. C'est pas s'éveiller à un truc spectaculaire, c'est l'éveil à la réalité telle qu'elle est. D'accord. L'éveil à la réalité telle qu'elle est. Donc sans rien interposer, sans rien juxtaposer, sans rien superposer. On a tendance à interposer entre nous et la vie la représentation qu'on se fait de la réalité. Ouais. À partir de là, on est des zombies. Les gens, ils se promènent dans la rue, ils ne savent même pas que vous existez, ils sont en train d'une espèce de bulle mentale, machin, vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez taper, tirer un chevalier de la Bobine de Shira, il n'y a personne. Okay. Le Bouddha disait il faut s'éveiller, devenir vivant, devenir non pas quelque chose de complexe, de compliqué, que vous n'êtes pas. Mais il s'agit de, souvent je dis aux jours, je vous en prie,
soyez de véritables êtres humains. C'est ça en fait le truc. C'est devenir un être humain. Pas encore tout à fait. Après, je sais pas. C'était quoi chacun fait son chemin. Bon, la communauté des moines, voilà, Hinayana, Mahayana. Donc, dans le petit véhicule du Zen, si vous voyez, le Bouddha, il a dit des trucs, il a montré des trucs, le Christ, il a dit des trucs, machin, Mahomet, il a dit des trucs aussi, et puis après, chacun reçoit à travers ses filtres. Ok ? Donc, ça donne différents courants, le soufisme, les protestants, les catholiques, machin, le bouddhisme tibétain, le zen, etc. Mais dans les deux grands courants du bouddhisme, il y a ce qu'on appelle le petit véhicule et le grand véhicule, Hinayana, Mahayana. La différence, c'est que le petit véhicule, Hinayana, est davantage dans une démarche d'être cloîtré dans un monastère avec une recherche de la pureté. Je vais rajouter égoïste pour soi, que dans le zen on considère un petit peu comme illusoire, tout en ayant une démarche de compassion. Donc la première ordination avant de recevoir l'ordination de moine, c'est l'ordination de bodhisattva, c'est une démarche de compassion absolue, aussi nombreux que soient les êtres, je fais l'honneur de les sauver tous. Donc c'est un putain de boulot, je vous dis pas. Après, il y a l'ordination de moine qui est l'approfondissement. Mais il y a d'abord une démarche de compassion. Donc, dans le zen occidental, il n'y a pas du tout cette façon de se cloîtrer dans un monastère, mais il y a davantage la démarche d'être dans le social, de ne pas être différent des autres. Je comprends ça. Je pose la question parce qu'un de mes favoris, mes écrivains favoris, c'est un poète américain qui s'appelle Snyder. Il a vécu 7 ans au Japon dans un contexte d'études de purification, si vous voulez, dans l'Hinayana. Et il a laissé ça, il est actuellement considéré un moine. Donc il a atteint le grade quelque part. Mais il n'a pas resté dans l'ordre, il est parti pour faire sa vie dans le monde occidental, si vous voulez. Mais il y a quand même il y a une communauté de soutien pour des gens comme vous et d'autres personnes qui cherchent à se nouer avec cette étude. Excuse-moi. Il y a un appel d'en haut. C'est Dieu qui te parle. Non, c'est ma fille. Mais voilà, je ne voulais pas insister, mais comme pour donner un peu de contexte, c'est un sujet qui, je trouve que c'est très important. Madame, elle a parlé vous avez évoqué l'idée de Christ il y a 2000 ans, c'est vrai, de Jésus pour moi, de Christ pour beaucoup de personnes. Et lui, il a montré un exemple fabuleux que nous avons tous connaissance, même si nous ne le suivons plus ou si nous le suivons toujours de façon différente. Mais ceux qui sont venus d'après, ce sont des ingénieurs qui ont créé l'ingénierie chrétienne qui permet de dire qu'on a une structure, qu'on a une hiérarchie, qu'il y a une croyance, qu'il y a un dogme, ce que vous avez utilisé. Il y a eu plusieurs choses, il n'y a pas que ça. Si vous voulez, vous faites une référence à la secte prédominante. Vous faites référence à une secte prédominante. Mais il y a eu d'autres ramifications de la pensée christique après, qui avaient des résurgences par moments, ils sont très actuels. Les libertés sont souvent fondées. Pour répondre à votre question, tout à l'heure vous me demandiez si j'avais vécu avant. Vous avez répondu oui. Donc à un moment donné de ma vie, je me suis posé, en fonction de cette expérience que j'avais vécue, un certain nombre de questions. Donc j'ai fait une démarche et pendant 12 ans, je suis resté végétarien strict, etc. Je mangeais plus de viande, de machin, j'avais plus de relations sexuelles, je faisais des états extatiques, machin. Et puis j'ai reçu l'ordination de moine et ma compagne de l'époque, qui était nonne, m'a mené au Castellet, m'a commandé une côte de bœuf et m'a dit, vas-y, bouffe. Maintenant que tu es moine, tu ne vas pas apparaître différent des autres. Donc dans le Mahayana, il y a cette notion de ne pas créer de dualité, par exemple, entre moi pur et le monde impur. La démarche, c'est
je rentre complètement dans la matière, dans la boue avec les cochons, la matière étant sacrée au passage. Donc je rentre complètement dans la matière, parce que de toute façon, je sais que les phénomènes ne peuvent pas souiller mon esprit, qui est d'essence divine. Donc, comme je sais que j'ai en moi cet esprit que rien ne peut souiller, je peux rentrer complètement dans la matière, je n'ai pas besoin d'adopter de comportements différents ou de chercher une pureté que j'ai fait de toute façon. Donc je peux avoir complètement une démarche de compassion. C'est ça le discours du vêtement du moine. Donc il n'y a pas de communauté de moines qui font la gueule, machin, comme dans le monde de la rose, vachement frustrés, les gens qui sont au dojo, là, vous en avez ici, là. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le monde de la rose. On essaye de rigoler beaucoup, des formes peur. Voilà, il s'agit d'être vivant. Il ne s'agit pas de... On ne porte pas du jugement. On peut avoir une idée sur les choses, mais il ne s'agit pas de stagner dessus et que ce soit réducteur. Bon, le jugement, c'est... Là, on joue un peu le principe des préceptes zen, quand vous recevez l'ordination de moine, donc on vous remet des préceptes. Vous dites, ouais, je fais le vœu de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas avoir de mauvaise sexualité, etc., de ne pas prendre de substances pour tout l'esprit. Je dis les autres, on va vivre dans le péché. Mais c'est juste des valises, c'est juste des béquilles, c'est pas ça qui est important. C'est à partir de la pratique, à partir de la posture, que vous allez déployer l'attitude juste. Vous n'allez pas ne pas tuer parce que vous avez une autorité extérieure, des préceptes, des dogmes qui vont vous dire si vous tuez, c'est pas bien, et si vous ne tuez pas, c'est bien. C'est à partir de la pratique, à partir de votre expérience intime. Une fois, il y avait une conférence d'un lama, de lama, j'aime beaucoup de gens, qui venait dans mon dojo, là. Et donc le thème, c'était ce que les hindous appellent ahimsa, la non-violence. Donc il a parlé de la non-violence, à une victoire occidentale. Et les Occidentaux, donc, on a quand même 2000 ans d'imprégnation catholique. On est volontiers dans le blanc, le noir, la culpabilité, le péché originel, le machin. Et donc il leur a parlé de la non-violence pendant 2 heures. Et puis après, il est venu me poser des questions. Donc j'ai dit, ben voilà, je vous écoute parler depuis un moment. On est cousins. En substance, vous dites depuis 2 heures que la non-violence c'est bien et la violence c'est pas bien. D'abord, je croyais que le bouddhisme c'était la voie de la non-dualité, d'une part. Et puis d'autre part, quand les moines zen sont arrivés en Chine, le zen s'est transmis des Indes en Chine, après de Chine c'est passé au Tibet. Donc c'est la même lignée en fait avec les lamas tibétains. Donc les moines zen qui sont arrivés en Chine, qui étaient donc les ancêtres des lamas tibétains, se faisaient tuer. Donc ils ont été placés devant un choix historique, continuer à pratiquer l'ahimsa hindoue, la non-violence et mourir, ou se défendre et transmettre la voie. Ils ont choisi de se défendre et de transmettre la voie, et ça a été le début des monastères Shaolin, avec Bodhidharma. Bodhidharma, c'est le moine zen qui a transmis le zen d'Inde en Chine, le triarche. C'est pour ça que vous entendrez parler de Bodhidharma autant dans les dojos zen que dans les lieux où on pratique le karaté. Puis donc, comment dans ces conditions, donc si les moines zen ne s'étaient pas défendus, la lignée ne se serait pas transmise, et donc vous n'existeriez pas. Donc vous ne pourriez pas transmettre la voie et donner l'opportunité aux gens de connaître l'éveil. Donc comment est-ce que vous pouvez dire que la non-violence c'est bien et la violence c'est pas bien? Alors, il y a la traductrice, Nadiana, très bien anglais, elle a traduit l'anglais en tibétain. Et puis il a dit ah ouais mais non mais il y a des fois où c'est bien quand même.
Le problème, c'est que les gens qui entendent cet enseignement, c'est des occidentaux, donc après vous trouvez des gens qui sont dans la dualité, qui deviennent vachement frileux, donc ils n'osent plus, je les vois, des yeux, des oreilles, c'est des gens qui n'osent plus vivre la nuit. Donc là, je ne vais pas faire ça parce que là, putain, je vais me prendre moins de 2 points de carte dans la gueule. Et donc du coup, après, on est là pour expérimenter complètement une vie d'être humain. Une vie D'être humain. D'être humain, le truc avec deux bras, 2 jambes, un cerveau, il y en a qui ont le cerveau plus bas, et un cœur, qui est en fait un immense cerveau. Maintenant, la science pense que le véritable cerveau, il est là, et que ça, c'est juste un récepteur du vrai cerveau. Oui. J'ai une question. Les valeurs des moines dont vous disiez, vous avez énuméré la non-violence, l'abstinence sexuelle. Je garde. Oui, donc ça, c'est valable tout le temps que vous êtes moine, on va dire. L'abstinence, non. Ah, c'est pas discret, c'est pas pour. Excusez-moi, non, c'est pour comprendre. Je vais vous parler de ma vie sexuelle. Comment? Pardon, j'entends pas. Je vais vous parler de ma vie sexuelle, ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais c'est parce que je ne voulais pas rentrer dans votre. C'est pas. C'est faut savoir en général. Alors, il n'y a pas du tout, chez les moines zen occidentaux actuels, il n'y a pas du tout d'abstinence sexuelle. D'accord. Ouais. C'est quoi alors tout à l'heure vous avez dit c'est au début, c'est avant d'être moine, c'est un passage, je n'ai pas dit que c'est une expérience personnelle que j'ai expérimentée pendant un temps. D'accord. C'est pas imposé pour arriver à la nomination de moine, je veux dire. C'est pas une obligation. D'accord. Après une autre question, vous avez parlé aussi. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Non, mais il a parlé qu'il avait une compagne. Et moi, je ne touche pas aux hommes qui sont pris. Non, après, vous avez parlé de. Je vais expliquer qu'on a Qui n'était tout pas- à fait normal. Oui, non. Pas d'homosexualité. Imaginons. Ah, j'ai jamais dit ça. Non? C'est parce que j'ai. Alors, comme j'entends pas bien, j'ai mal compris alors. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai cru. Vous avez parlé d'homosexualité. Non. C'est le sketch là, vous savez. Alors, pourquoi j'ai compris ça, je sais pas. Parce que je me disais comme si par hasard il arrive au cours de la vie de moi. Admettons que vous ayez dit ça. Hein, bon. Vous l'avez pas dit, non, mais je veux dire, au cours de la vie de moine, alors justement, si se produit des effets comme chez un être humain qui soit pas moine, qui soit n'importe quoi, il y en a qui se découvrent homosexuels au cours de leur vie. Comment? Je plaisante, je dis, il ne manquait plus que ça. Oui, non. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que ça devient dans ce cas? Bon. Qu'est-ce que devient la fonction de moine si lui viennent des envies de changer de vie sexuelle, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je me rappelle la première fois Parce que je c'est suis d'actualité, allé- malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est une opinion personnelle. La première fois Chacun que est je suis libre. allé au temple zen de la jambe ouverte, donc j'étais tout timide, machin, j'arrive, il y avait 800 personnes, tout en noir, les zazen, c'est la gueule. J'arrive au milieu, et puis donc on fait zazen, et après on mangeait dans une grande salle, avec des tables et des bancs, il y avait des hommes d'un côté, et des femmes de l'autre. Et moi j'étais au milieu, au confluent des deux, et donc il y avait la soupe du moine, la genmai, c'est une soupe de riz, c'est très bon d'ailleurs. Et donc j'étais en train de bouffer ma genmai. Et puis en face de moi, donc il y avait une zen qui mangeait, qui me regardait, donc on mange en silence, et de temps en temps, je levais mon nez comme ça, elle me faisait. Moi j'étais là. Je relève mon nez, et dans ma zema, elle fait. Donc je finis de bouffer, j'ai dit, attends, je me fais des idées ou quoi? Ou ils sont tous faux ici.
je me lève, je vais prendre ma douche, machin, là, j'étais en train de m'essuyer, et je vois un moine arriver, qui rentre dans le douche, là, qui me dit, oh, il me dit, tu es un bel homme, tu veux que je t'aide à t'essuyer? Non, merci, alto-feu, tout va bien, je vais bien. Chacun, dans le zen, comme partout, il y a des gens qui sont bleus, verts, jaunes, Oui, bien etc. sûr. Ça ne m'empêche pas d'être moi le zen. Mais après, voilà, c'est quoi le sens de votre question en fait? Est-ce qu'on condamne les différences de chacun? Non, on ne condamne pas, chacun fait comme il veut de sa vie et de son expérience. Non, je veux dire, est-ce qu'il y a certains comportements que pourrait avoir un moine, comme par exemple dans la religion catholique, les prêtres qui sont pédophiles, normalement, bon, ils doivent être défroqués, ou en tout cas, il y a des sanctions. Est-ce que chez les moines, il peut y avoir, quand il y a des dérives physiques, on va dire, bon, sur le plan sexuel, puisque c'est ce dont je parle, est-ce qu'il y a une sanction? Pardon? La sexualité, c'est pas une dérive, c'est complètement sacré. Enfin, c'est ce que j'appelle moi. Non, mais la pédophilie, par exemple, c'est pas acceptable quand même. Enfin, ça a toujours existé chez les Romains, de toujours, mais enfin, pour moi, c'est quand même pas quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir au sujet de... Oui, parce que finalement, on s'en fout ouais, un peu de... Moi, je peux poser une question. Vous parliez tout à l'heure de l'abstinence. Oui. C'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, je voudrais que vous en parliez parce que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui est très beau. Hein, ça fait partie de la fécondité, l'amour absolu, sacré. J'aurais voulu qu'on parle de ça justement parce que c'est... Mon expérience personnelle, oui. Bon, à un moment donné, donc il y a une trentaine d'années, j'ai vécu des expériences de décorporation. Donc ça a duré à peu près un an. Pendant un an, je sortais régulièrement de mon corps. Et j'ai découvert, chose que je ne connaissais pas du tout, qu'on pouvait être conscient, et même hyper conscient, hors de son corps. C'est comme si vous posez un manteau à un moment donné, et quand vous sortez, vous avez une augmentation du champ visuel, vous êtes dans une hyper conscience, etc. Donc j'ai vécu ça avec d'autres choses. Excusez-moi, pendant votre sommeil ou en état d'éveil? Ah, vous ne dormez pas, faites-moi confiance, vous êtes plus éveillé que... Oui, non, mais moi je vous scaphandre. pose la question parce que j'ai une amie avec qui c'est arrivé, mais elle dormait et elle s'est vue au-dessus. Et quand vous dormez, on est en dehors du zen, je vais quand même répondre. Quand vous dormez, vos corps subtils, vos corps énergétiques, quittent le corps physique. Et la conscience se transfère. Quand il y a un voyage astral, dont la conscience se transfère à bord des véhicules subtils. Voilà. Donc, tout le monde quitte son corps toutes les nuits. Seulement, quand il n'y a pas d'alignement vibratoire entre le corps physique et les autres corps, machin, donc il y a il n'y a pas de continuité de conscience, si vous voulez, entre... Vous parlez de l'âme qui va aller sur les plans si qui vous voulez, conviennent, voilà. c'est ça. L'âme du corps astral, c'est la même chose. C'est le siège d'une conscience émotionnelle. Donc, il fut un temps où j'ai expérimenté ce genre de yoga avec d'autres. Et je me suis intéressé donc pour essayer de comprendre ce qui se passait, parce que ça m'est tombé sur la gueule, je ne savais pas du tout que ça existait. J'étais plutôt un guerrier, donc je ne savais pas du tout qu'il pouvait exister une vie après la mort, etc. Et donc je me suis intéressé à beaucoup de pratiques, et notamment des pratiques respiratoires, par lesquelles j'arrivais à reproduire à volonté la décorporation. Et à vivre des choses particulières et rencontrer des êtres qui n'étaient pas normaux. Il n'y avait pas de cravate. Et donc par ces pratiques respiratoires, donc j'ai exploré des voies et j'arrivais, je me faisais plaisir en reproduisant des états extatiques qui étaient comme de fusion, de scintillement cellulaire, je ne sais pas comment on dit, qui étaient un peu comme des orgasmes puissance 10 000. Donc si vous voulez, j'avais plus du tout la tentation
d'avoir de relations sexuelles normales, parce que ça me semblait du pipi de chat à côté de ce que je pouvais vivre au travers de mes trucs. Et à un moment Vous avez donné, écrit une méthode? Et Est-ce que vous avez écrit une méthode pour ça? Non, il va falloir me torturer. On vous a un carnet de chèques, on peut s'arranger. Et à un moment donné, donc j'ai pris conscience que je créais une dualité entre moi pur et le monde impur. Ça, je me faisais le dire, certes, mais par un comportement ascétique, machin, donc que je crée une dualité et que je n'étais pas venu pour ça dans ce monde pour devenir un ange que je suis déjà de toute façon, vous en accompagne, mais que j'étais venu pour vivre complètement une vie d'homme, d'être humain ordinaire. Donc après cette expérience m'a conduit à un dépassement de la dualité. Mais le Bouddha a vécu exactement la même expérience. Il était prince hindou, donc il a vécu complètement l'expérience de la matérialité. Après, il y a une prise de conscience où il est sorti de son palais, donc il est allé vivre avec des sages, machin, des trucs ascétiques, jusqu'à tomber malade. Donc il est allé d'un mouvement du balancier à l'autre. Et puis après, hop, il a vécu une expérience, donc il a quitté ça aussi. Et il a vécu une expérience pendant 42 jours, où il est resté assis au pied d'un arbre, soigné par une belle jeune fille, donc il devait être un malin, un corse. Et là, il y a eu une prise de conscience, de dépassement de la dualité. Oui. Donc c'est ça en fait, je peux vous en parler jusqu'à demain si vous voulez, mais c'est une impasse. Dans le bouddhisme, on appelle ça la méditation des dieux. Donc on est capable de reproduire à volonté des comportements, des états tout à fait gratifiants, mais c'est une impasse, c'est un piège, c'est la méditation des dieux. On n'est pas venu là pour ça. Je pense qu'on est venu, si tant est que je dois donner mon sentiment à cet égard, on est venu pour sacraliser la matière. Et on est venu le faire comment? Par un regard d'amour. Moi je dis notre mission dans ce monde c'est le bonheur. Il n'y a pas d'autre mission que le bonheur. Et cet amour, l'amour c'est ce regard qui transforme le deux en un. Vous savez, souvent je leur parle de la Genèse, quand on raconte l'histoire de l'humanité, au début l'homme mangeait des fruits de l'arbre de vie, et puis après il est venu le serpent, machin, et du coup ils se sont trouvés à manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là il y a la création d'une dualité. Donc des fruits de l'arbre de vie, on vient manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans les temples maçonniques, je dis ça, mais vous trouvez ça aussi dans toutes les traditions, dans les temples maçonniques, vous avez un damier, ce qu'on appelle le pavé mosaïque, c'est-à-dire une alternance de carreaux, de carrelage noir et blanc. Et puis après, donc, vous avez des marches, avoir 7, et vous avez 2 colonnes qui permettent d'accéder à ce que vous voulez, l'étoile flamboyante, machin. Ça passe aussi entre 2 colonnes. Donc tant que vous êtes en deçà, vous êtes dans une dualité, dans une alternance de bien et de mal, de masculin et de féminin, de lumière et de ténèbres, de mal et de femelle, de ce que vous voulez. Sauf à marcher sur l'arête. Vous n'êtes ni dans le noir, ni dans le blanc, bien au contraire. Et puis après, vous avez cet escalier, et vous ne pouvez vous élever qu'en dépassant cette dualité au-delà du pavé mosaïque. Et là, vous passez
entre Jacquin et Boaz, donc entre deux colonnes qui expriment une la rigueur, l'autre la compassion. Hein, et à travers cet équilibre, en réconciliant les apparents contraires, vous accédez à l'autel, ce que vous voulez, c'est une étoile flamboyante, avec le sang, c'est pas un G, c'est un iode en fait. Ça veut dire c'est le germe divin. Donc vous retrouvez cette histoire, je ne sais pas pourquoi vous raconter ça, mais cette histoire de dépassement de la dualité dans toutes les traditions. JB, c'est quoi? Les lettres que vous avez mises sur les colonnes? C'est la tradition maçonnique, ça vient, c'est Jacquin et Boaz. C'est la rigueur et la compassion. D'accord. Ça fait référence à une tradition qui n'est pas la nôtre, l'arbre sécurité, etc. Et donc, quand on mange des fruits de la connaissance du bien et du mal, donc on est dans cette dualité. Les événements qui viennent, qui nous traversent, sont bien ou sont mal. Ça crée du plaisir ou de la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Je leur dis toujours, mangez des fruits de l'arbre de vie. Soyez vivants. Accueillez la vie sans qualificatif. Tout est expérience. Ça fait partie de la vie. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à rechercher. C'est vraiment être là. Comme pendant Zazen, c'est qu'on est assis. Les mains ne peuvent pas. Les mains sont comme ça, donc on ne peut pas courir après. Oui. Donc c'est retrouver un regard d'enfant. C'est redevenir comme un enfant dans le sens de vivre la vie complètement sans interposer une représentation de la vie. Vivre dans la spontanéité. Oui, si vous voulez, oui, on peut dire ça. Oui. Donc cette histoire qu'on fait vivre notamment aux prêtres catholiques, pour d'autres motifs, à mon avis, c'est pas nécessaire. Ça peut être une expérience, un moment, mais ça crée des frustrations. Dans les traditions bouddhistes, on dit bien que quand le Bouddha a connu l'éveil, sous son arbre, il était soigné par une belle jeune fille. On ne dit pas par un beau jeune homme, c'était une belle jeune fille. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette dualité, comme on peut trouver chez les ascètes, où la femme est impure, en plus on a le péché originel, donc dans tous les cas on y est quoi. Il n'y a pas cette notion. Donc en fait c'est la recherche de la neutralité. C'est pas la neutralité. C'est l'attitude juste. Forcément personnel. C'est pas des fois, je rencontrais un monsieur, on discutait un peu, donc il m'expliquait dans une soirée que tout étant expérience, tout était possible. On fait un peu l'histoire de la pédophilie. À un moment donné, il ne faut pas déconner. Oui, la neutralité par rapport à son soi profond. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est pas la neutralité par rapport aux autres, c'est la neutralité par rapport à soi. Mais c'est pas en référence par rapport à une culture extérieure, à une morale extérieure. Non. C'est en référence par rapport à une attitude juste, À soi. qui vient naturellement à partir de notre pratique. Vous voyez ? Parce que les préceptes, c'est gentil, mais machin, je fais vœu de ne pas mentir, nanana. Bon, je peux prendre un exemple aussi. Vous avez une amie qui frappe à la porte, toc toc, bonjour, vous avez des enfants juifs à la maison. Ah ouais, je suis moine zen, j'ai fait vœu de ne pas mentir, rentrer, ils sont dans le placard. Oui, c'est par rapport à soi. Si je me suis mal exprimée, mais c'est juste un panneau indicateur sur la route, mais c'est pas, on ne va pas se transformer non plus en automate. Hein, vous savez profondément en vous, quand vous revenez à l'attitude juste, ce qui est juste et ce qui n'est pas. Ça voudrait dire que chaque homme a en lui une morale qu'il est capable de contacter s'il est grâce à une pratique de méditation. C'est plus Et quelle est la richesse morale? Une morale, ça sous-entend quelque chose qui soit inféodé à une c'est une autorité vérité de extérieure. soi. Oui, C'est la vérité. une façon d'être, si vous voulez, l'authenticité. Authentique. En accord avec
c'est un peu universel, c'est pas relié à une morale ou à une culture. Soit par rapport à ça. Donc ce serait intrinsèque, ce ne serait pas exogène, que ce soit par la culture chrétienne ou d'autres apports. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est endogène. Oui, pour moi, oui. Après, bon, ça peut... Les structures extérieures peuvent éventuellement refléter certaines choses dont on est conscient, mais moi je me méfie beaucoup des structures extérieures. Moi aussi. Alors, j'aurais tendance à dire moi aussi. J'aurais tendance à dire que moi aussi. Oui. En même temps, j'ai peut-être aussi la crainte de dire que... Enfin, ça me pose question effectivement, il faut une sacrée puissance de pratique pour effectivement que cette je vais utiliser morale, mais c'est pas... Intimité avec soi. Oui, soit suffisamment forte pour que socialement on puisse être acceptable aux autres et par rapport à soi et par rapport aux autres. Dans le rapport aux autres. Par rapport aux autres, est-ce que c'est Non, on n'est pas acceptable aux autres. Mais oui, c'est pas ça. les autres. Et oui, on a besoin d'être d'être accepté. Parce que les Oui, autres, on est soit par rapport à soi. Non, mais quand ce que je oui. veux dire par là, oui, c'est pouvoir vivre dans la société, quoi, aussi. C'est ça que vous voulez. pour reprendre l'un des préceptes chrétiens, c'est de ne pas tuer l'autre, par exemple. C'est simplement. On va aller pratiquer un peu si Voilà. vous voulez.